Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons aborder aujourd'hui la morphologie du cœur. Alors, le cœur est un muscle creux qui est situé dans le médiastin, qui est l'étage moyen du thorax, et plus précisément dans le médiastin moyen. Ce muscle creux, lorsqu'il se contracte, va mettre en mouvement la circulation sanguine telle que validée définitivement au XVIIe siècle par William Harvey. Lorsque l'on réalise un examen radiographique du thorax de face, un examen réalisé de façon banale en pratique clinique, eh bien, le cœur va apparaître formant ce que l'on appelle en radiologie l'ombre cardiaque. Cette radiographie thoracique de face, on peut la schématiser de la manière suivante, la centrant sur le sternum et plaçant latéralement les côtes et les cartilages costaux qui vont donc former la cage thoracique dont on avait vu la dernière fois qu'elle s'inscrit globalement dans la forme d'un tonneau à grand axe vertical. Vers le bas, la cavité thoracique est séparée de la cavité abdominale par le diaphragme thoraco-abdominal, présentant une coupole droite, une coupole gauche séparée par le centre phrénique. Et c'est précisément sur le centre phrénique ou centre tendineux du diaphragme que va reposer le cœur qui, radiologiquement, va constituer une ombre centrale, on appelle l'ombre cardiaque, avec un bord droit qui apparaît légèrement concave en haut, puis présentant une convexité vers la droite, et cette convexité vers la droite va former le bord droit du cœur. Et plus précisément, le bord droit de l'ombre cardiaque est délimité par la veine cave supérieure vers le haut et par le bord droit de l'atrium droit en bas. Vers la gauche, eh bien, le bord gauche de l'ombre cardiaque va être délimité par trois structures qui vont donc être constituées de haut en bas par la crosse de l'aorte, c'est ce qu'on appelle l'arc aortique, puis par l'image formée par l'artère pulmonaire gauche, avant de retrouver à nouveau le bord gauche du cœur constitué ici par le ventricule gauche. Alors le cœur est un organe évidemment indispensable à la vie, et c'est un organe qui, sur le plan clinique, s'explorera de différentes manières. D'abord, le cœur est un organe qui s'écoute. C'est ce que l'on appelle l'auscultation cardiaque à l'aide du stéthoscope. Et en particulier, ce que l'on va écouter, c'est le bruit constitué par les valves qui vont partiellement cloisonner les espaces creux situés au sein du cœur. Le cœur est également un organe qui se palpe. Alors, bien sûr, il se palpe pas directement, mais à la palpation de la cavité de la cage thoracique, en particulier du côté gauche, on peut sentir les mouvements du cœur contre la cavité, contre la paroi thoracique, et en particulier, le repère, c'est le 5e et le 6e espace intercostal gauche. Et enfin, le cœur est également un organe qui se voit. L'observation du cœur se faisant par l'intermédiaire de l'échographie, soit transthoracique, soit transésophagienne. On reviendra d'ailleurs sur ces éléments lorsque l'on étudiera les organes du médiastin. Il se voit également par les examens scanographiques, la tomodensitométrie, ou encore par les examens d'imagerie par résonance magnétique nucléaire, l'IRM, étant un examen morphologique avec une particulière définition. Et c'est ainsi que se justifie le fait d'étudier et de connaître la morphologie cardiaque, importante pour
réalisation de l'examen clinique. Et la morphologie cardiaque sera tout d'abord la morphologie externe du cœur, puis la morphologie interne, c'est-à-dire la manière dont vont se constituer les cavités cardiaques. Et c'est ainsi que nous allons construire ce cours en étudiant dans un premier temps la morphologie externe, puis dans un deuxième temps la morphologie interne, c'est-à-dire les cavités cardiaques. Alors, d'un point de vue externe, le cœur va s'observer en réalisant une sternotomie, c'est-à-dire que nous allons sectionner le sternum de haut en bas sur la ligne médiane, nous allons écarter la cage thoracique, ouvrir les enveloppes fibreuses dans lesquelles le cœur est engainé, c'est ce qu'on appelle le péricarde. Le cœur va alors pouvoir être extrait et Hippocrate inscrivait le cœur dans la forme d'une pyramide triangulaire, présentant une base postérieure qui répond au rachis et un sommet, un apex, qui se place vers la gauche, vers le bas et vers l'avant. Les trois faces qui constituent le cœur seront une face antérieure qui répond à la partie antérieure de la cage thoracique, ce sera la face sternocostale, puis nous aurons une face qui regardera à gauche vers le poumon gauche, on l'appelle face pulmonaire, et une face inférieure ou postérieure reposant sur le diaphragme. Si l'on réalise une vue antérieure du cœur, orientée crânialement et vers la gauche, eh bien nous allons pouvoir observer la face antérieure ou face sternocostale du cœur. Cette face sternocostale du cœur va être constituée par les faces externes de 3 des 4 cavités cardiaques, l'atrium droit, le ventricule droit et le ventricule gauche. Ceci se présente de la manière suivante. Nous avons tout d'abord, vers le haut, la veine cave supérieure que nous voyons ici venir s'aboucher au pôle crânial, pôle supérieur de l'atrium droit. L'atrium droit se présente sous la forme d'une cavité globalement ovoïde à grand axe vertical et dont la face antérieure va se poursuivre comme ceci, va se prolonger, formant une expansion qui se développe vers la gauche, c'est l'auricule droite. L'atrium droit va présenter une face antérieure globalement plane, un bord droit qui va marquer ici le bord droit du cœur, et vers la gauche, en dessous de l'auricule droite, va apparaître séparé du ventricule droit par la partie antérieure du sillon coronaire. À gauche du sillon coronaire, la face sternocostale du cœur va être constituée par la paroi antérieure ou face antérieure du ventricule droit. Celle-ci apparaît aplatie, limitée à droite par le sillon coronaire, par la partie antérieure du sillon coronaire, formant vers le bas le bord inférieur du cœur et étant limité sur la gauche, séparé du ventricule gauche par le sillon interventriculaire antérieur. Vers le haut, la face antérieure du ventricule droit va se prolonger par l'infundibulum du tronc pulmonaire, se prolongeant lui-même par le tronc pulmonaire qui constitue l'artère qui va prolonger le ventricule droit et dont la fonction va être d'apporter vers les poumons
le sang désoxygéné de la grande circulation, et ceci dans le but de la réalisation de l'hématose, c'est-à-dire de l'oxygénation du sang. Enfin, tout à fait vers la gauche, la face antérieure ou sternocostale du cœur va être un tout petit peu constituée par la face antérieure du ventricule gauche, qui apparaît ici séparé du ventricule droit par le sillon interventriculaire antérieur, qui vers le bas est limité par le bord inférieur du ventricule gauche participant à constituer le bord inférieur du cœur, qui ensuite va présenter et va venir constituer l'apex cardiaque, c'est le sommet de la pyramide cardiaque, et dont le bord gauche va participer à former le bord gauche du cœur, tel qu'il délimite l'ombre cardiaque sur une radiographie pulmonaire réalisée de face. Vers le haut, la face antérieure du ventricule gauche va apparaître coiffée par une petite expansion. C'est l'auricule gauche, qui est un peu l'équivalent de l'auricule droite au niveau de la partie droite ici de la face sternocostale du cœur. Cette auricule gauche est une petite expansion qui prolonge ou qui est émise par l'atrium gauche, qui est situé au niveau de la face postérieure du cœur, comme on va le voir dans un instant. Sur cette vue antérieure apparaîtra enfin un dernier élément. Il s'agit du vaisseau qui prolonge le ventricule gauche, c'est l'aorte, aorte ascendante qui passe en arrière du tronc pulmonaire et que l'on va ici interrompre lorsqu'elle va venir se placer immédiatement à gauche de la veine cave supérieure. Ainsi donc, on peut dire que sur le plan de la morphologie externe, la face antérieure ou face sternocostale du cœur, est constituée par la face antérieure de l'atrium droit qui se prolonge par l'auricule droite vers le haut, constituée par la face antérieure du ventricule droit, séparée de l'atrium droit par la partie antérieure ici du sillon coronaire, et constituée tout à fait à gauche par la face antérieure du ventricule gauche, qui est séparée du ventricule droit par le sillon interventriculaire antérieur, et qui va venir former vers le bas et vers la gauche l'apex cardiaque. Cette face antérieure sternocostale du cœur est délimitée par un bord droit, un bord inférieur et par un bord gauche. Et vers le haut, eh bien, on voit qu'elle va répondre aux gros vaisseaux qui vont se situer au niveau de la base du cœur. Face antérieure ou face sternocostale du cœur. Cette face sternocostale tient son nom du fait qu'elle se situe immédiatement en arrière du sternum et des cartilages costaux constituant ce que l'on appelle le plastron sternocostal. Si l'on retourne à présent cette pièce anatomique et que l'on réalise cette fois-ci une vue postérieure du cœur, eh bien, on va pouvoir mettre en évidence les autres éléments qui définissent la pyramide cardiaque telle qu'Hippocrate la décrivait, à savoir la base du cœur et les faces pulmonaires et diaphragmatiques. Cette vue postérieure, nous allons l'orienter crânialement et vers la droite. Et lorsque l'on réalise une vue postérieure, eh bien, le premier élément qui va apparaître, c'est
L'atrium gauche, c'est la cavité qui n'a pas pu être représentée sur la vue antérieure, sauf sa petite expansion qui est l'auricule gauche, car en effet, et ça s'explique par l'embryologie, eh bien, l'atrium gauche va lui venir se placer en arrière, formant une cavité aplatie, s'inscrivant dans un cube aplati dans le plan frontal, une poche aplatie, on peut la décrire comme on veut, dont la face postérieure, telle que représentée ici, va recevoir à droite et à gauche 4 veine pulmonaire gauche, supérieure et inférieure, veine pulmonaire droite, supérieure et inférieure. Ces 4 veines pulmonaires vont ramener vers l'atrium gauche le sang veineux qui a été apporté vers les poumons, qui a été réoxygéné par le phénomène d'hématose. À droite de l'atrium gauche va apparaître l'atrium droit, que l'on va voir ici recevoir les 2 veine cave supérieure et la veine cave inférieure dont l'abouchement dans l'atrium droit est postérieur, si bien que cette veine n'est normalement pas visible lorsque l'on réalise une vue antérieure du cœur. Atrium droit et atrium gauche apparaissent séparés par un léger sillon relativement peu marqué, c'est le sillon interatrial. Ces 2 cavités qui vont être visibles côte à côte au niveau de la face postérieure du cœur constituent à elles deux la base du cœur, la base de la pyramide cardiaque. Au-dessus de l'atrium gauche apparaît ici le tronc pulmonaire et les 2 artères pulmonaires droite et gauche qui en émergent, et les vaisseaux pulmonaires issus du ventricule droit et qui vont apporter vers les poumons le sang désoxygéné afin que celui-ci subisse le phénomène d'hématose, eh bien, vont apparaître croisés au-dessus d'eux par l'aorte thoracique ascendante émergeant du ventricule gauche et qui va un peu plus tard venir constituer sa crosse pour passer ensuite en arrière dans le médiastin postérieur. Vers l'avant, vers le bas et vers la gauche vont à présent partir les cavités ventriculaires, ventricule gauche qui prolonge l'atrium gauche, ventricule droit qui prolonge l'atrium droit. Nous les représentons ici en fuite. Le ventricule gauche apparaissant coiffé ici par l'auricule gauche émanant de l'atrium gauche. Le ventricule gauche va participer à constituer le bord gauche du cœur et va un peu plus bas être séparé du ventricule droit par le sillon interventriculaire postérieur. L'atrium gauche et le ventricule gauche sont séparés par la partie postérieure du sillon coronaire qui se prolonge vers la droite, séparant le ventricule droit de l'atrium droit. La réunion entre le sillon coronaire et le sillon interventriculaire
inférieure, constituant la convergence ou confluence des sillons, dans lequel se placera d'ailleurs une veine importante pour le drainage veineux du cœur. Il s'agit du sinus coronaire. Cette vue inférieure, un peu en perspective, permet par conséquent de définir les deux faces restantes du cœur. Tout d'abord, la face diaphragmatique, qui est également une face postérieure ou inférieure. C'est la face du cœur, la face de la pyramide cardiaque, qui repose sur le centre tendineux du diaphragme. Cette face diaphragmatique ou face postérieure du cœur est constituée par le ventricule gauche et le ventricule droit, par la face postérieure du ventricule gauche et du ventricule droit, séparés par le sillon interventriculaire postérieur. Enfin, la face pulmonaire ou face gauche constitue la face du cœur qui est orientée vers le poumon gauche. C'est également celle qui va venir constituer le bord gauche de l'ombre cardiaque sur une radiographie pulmonaire de face. La face gauche ou face pulmonaire du cœur est exclusivement constituée par la face gauche du ventricule gauche. Donc, lorsque l'on réalise une dissection du cœur, lorsqu'on extrait le cœur du thorax en sectionnant les différents vaisseaux qui le relient aux organes avoisinants, aux structures avoisinantes, eh bien, en examen externe, ce muscle creux apparaît sous la forme d'une pyramide dont la base, qui est orientée vers l'arrière et vers la droite et qui répond à la colonne vertébrale thoracique, est constituée par l'atrium droit et l'atrium gauche, séparés par le fin sillon interatrial et marqués par, pour l'atrium gauche, l'abouchement des 4 veines pulmonaires, supérieure et inférieure droite, supérieure et inférieure gauche, qui ramènent vers le cœur le sang qui a été oxygéné au niveau des poumons, et au niveau de l'atrium droit, au niveau de son pôle supérieur et de son pôle inférieur, l'abouchement des 2 veines caves, supérieure ici et inférieure, qui constituent la fin de la grande circulation. La face antérieure, ou face sternocostale, regarde vers l'avant. Elle est formée par la face antérieure de l'atrium droit, la face antérieure du ventricule droit et la face antérieure du ventricule gauche. La face antérieure de l'atrium droit se prolonge vers la gauche par l'auricule droite, qui vers le bas se prolonge par la partie antérieure du sillon coronaire, séparant l'atrium droit du ventricule droit. La face antérieure du ventricule droit est séparée de la face antérieure du ventricule gauche par le sillon interventriculaire antérieur. La face gauche ou face pulmonaire de la pyramide cardiaque est constituée par la face gauche du ventricule gauche. La face postéro-inférieure ou face diaphragmatique de la pyramide cardiaque est constituée par les faces postérieures du ventricule gauche et du ventricule droit, séparées par le sillon interventriculaire postérieur. Et enfin, eh bien, le sommet de la pyramide forme l'apex cardiaque qui est développé à partir de la pointe du ventricule gauche. Et c'est précisément l'apex cardiaque que l'on va pouvoir palper au niveau du 6e espace intercostal gauche à l'aplomb du mamelon. Lorsque l'on réalise une sternotomie chirurgicale, que l'on ouvre le
péricarde, eh bien, le cœur apparaît d'une couleur un peu rosée, brunâtre. Il s'agit de muscles dont les sillons apparaissent comblés par de la graisse, et c'est dans la graisse qui comble les sillons coronaires, interventriculaires antérieurs et interventriculaires postérieurs, eh bien, que vont venir se placer les vaisseaux du cœur ou veines cardiaques et surtout le réseau des artères coronaires dont la sténose entraîne un trouble de la vascularisation du cœur. C'est l'angine de poitrine et de façon plus terminale l'infarctus du myocarde qui représente actuellement la principale cause de mortalité dans les pays riches. Voici pour la morphologie externe du cœur. Alors maintenant, je vous ai dit, le cœur, c'est un muscle creux, et ce muscle creux est constitué de 4 cavités, 2 cavités droites et 2 cavités gauches, les 2 cavités droites étant l'atrium droit et le ventricule droit, les 2 cavités gauches étant l'atrium gauche et le ventricule gauche, et ces cavités, droite et gauche, sont séparées par une cloison ou septum cardiaque. Morphologie interne du cœur. Alors, sur une représentation schématique de ces cavités cardiaques, on va donc pouvoir représenter ces cavités droite et gauche qui apparaissent séparées, qui apparaissent cloisonnées. La cloison est ce que l'on appelle le septum cardiaque. Du côté droit, vous avez donc l'atrium droit qui reçoit le sang veineux apporté par les 2 veines cave supérieure et veine cave inférieure. C'est ce que l'on peut représenter comme ceci. Veine cave supérieure, veine cave inférieure. L'atrium droit apparaît partiellement cloisonné du ventricule droit qui lui fait suite par l'intermédiaire d'une valve. C'est la valve atrio-ventriculaire droite ou valve tricuspide. On va y revenir dans un instant. Si la paroi de l'atrium droit est une paroi qui apparaît relativement fine, eh bien la paroi du ventricule droit est beaucoup plus épaisse que celle de l'atrium droit. Et ceci s'explique tout simplement par le fait des nécessités de contraction de la force de contraction nécessaire pour pouvoir expulser le sang vers la circulation pulmonaire. L'atrium droit se vide donc vers le ventricule droit et le sang du ventricule droit va ensuite être chassé vers le tronc pulmonaire qui constitue une artère dans la mesure où ce vaisseau va va quitter le cœur, mais nous représentons habituellement le tronc pulmonaire et ses 2 branches droite et gauche en bleu, car effectivement, il véhicule un sang qui est veineux, c'est-à-dire un sang qui est désoxygéné, qui est faible, qui est pauvre en oxygène. Le tronc pulmonaire apparaît cloisonné du ventricule droit par une valve, c'est la valve du tronc pulmonaire, qui est ces valves du tronc pulmonaire, comme d'ailleurs la valve
atrioventriculaire droite ou valve tricuspide réalise des systèmes anti-reflux, c'est-à-dire que la circulation du sang ne peut se faire que dans un sens qui est celui qui est matérialisé par les flèches que je vous mets en place, c'est-à-dire le sang arrive des veines caves, passe dans l'atrium droit, dans le ventricule droit, puis vers le tronc pulmonaire. Ces valves qui constituent un système anti-reflux, j'en dis un mot immédiatement, on va le revoir dans un instant quand on étudiera leur morphologie plus précise, ont une physiologie qui est différente. En effet, le système anti-reflux de la valve atrioventriculaire est assuré par un système de piliers et de cordages. Les piliers, eh bien, ce sont des muscles en forme de cône, ce qu'on appelle les muscles papillaires, qui se développent aux dépens de la paroi du ventricule droit, et du sommet desquels se détachent des cordages fibreux qui relient le muscle papillaire à la cuspide de la valve. Et ce système, lorsque le ventricule se contracte, eh bien, et que va se mettre en tension et va empêcher le sang de refluer du ventricule droit vers l'atrium droit, mais va permettre uniquement l'expulsion du sang du ventricule droit vers le tronc pulmonaire. Au contraire de la valve atrioventriculaire, dont le système anti-reflux est réalisé par un système de cordage et de piliers, eh bien, les valves artérielles, la valve du tronc pulmonaire, est constituée de valvules dont le bord est épaissi, avec même, on peut le représenter ici sur une vue supérieure schématique, avec donc un bord épaissi et un noyau central fibreux, et c'est l'épaississement des bords des valvules semilunaires qui constituent la valve pulmonaire qui assure la continence de la valve. Il n'existe au niveau des valves artérielles pas de système de muscles papillaires et de cordages fibreux qui assurent cette continence valvulaire. Du côté gauche, eh bien, l'atrium gauche, dont on a vu qu'il était situé à la face postérieure du cœur, va, quant à lui, recevoir, on l'a vu, les 4 veines pulmonaires droite, supérieure et inférieure, les veines pulmonaires gauche, supérieure et inférieure, on peut le représenter comme ceci. Ces 4 veines pulmonaires ramènent vers le cœur un sang qui est riche en oxygène et ainsi donc, on va par convention les représenter en rouge, qui est le symbole du sang artérialisé. L'atrium gauche est partiellement cloisonné du ventricule gauche par l'intermédiaire de la valve atrioventriculaire gauche ou valve mitrale, réalisant un système anti-reflux du sang du ventricule gauche vers l'atrium gauche. Au contraire, c'est le différencie du ventricule droit, la paroi du ventricule gauche est particulièrement épaisse, puisque cette paroi, la contraction du ventricule gauche doit mettre en mouvement l'ensemble de la circulation sanguine. La paroi du ventricule gauche présente également 2 volumineux muscles papillaires, qui sont donc ces muscles en forme de cône, au sommet desquels viennent se fixer les cordages fibreux reliant le muscle papillaire au cuspide de la valve mitrale, de la valve atrioventriculaire gauche, réalisant ainsi ce système anti-reflux et permettant donc la continence valvulaire. Le sang du ventricule gauche est éjecté dans l'aorte
aorte thoracique ascendante, dont je représente ici un tout petit segment de façon schématique. Le ventricule gauche est cloisonné de l'aorte par la valve aortique qui présente elle aussi 3 valvules semilunaires réalisant donc la continence valvulaire, empêchant le reflux sanguin de l'aorte vers le ventricule gauche, et là aussi, eh bien, la continence de la valve aortique est assurée par la rigidification du bord libre des 3 valvules semilunaires qui constituent la valve aortique, au contraire de ce que l'on observe au niveau de la valve mitrale. Alors, cette représentation un peu de physiologie sur une coupe peut éventuellement être vue en coupe horizontale, en particulier lorsque l'on réalise une coupe horizontale du thorax en regard de la 8e vertèbre thoracique, c'est la coupe dite 4 cavités. On peut également, en échographie transthoracique, pouvoir observer ces cavités. Mais en réalité, le cœur est un organe qui va, lors de l'embryologie, subir un phénomène de torsion, raison pour laquelle l'atrium gauche ne se place pas en réalité dans le même plan, mais est situé en arrière par rapport aux 3 autres cavités que constituent l'atrium droit, le ventricule droit et le ventricule gauche. Je vous propose, pour étudier la morphologie des cavités cardiaques, eh bien, de réaliser 2 vues qui vont permettre donc de montrer ces cavités en séparant les cavités droites dans un premier temps et les cavités gauches dans un deuxième temps. Pour cela, nous allons prendre les vues externes du cœur, telles que nous les avions construites tout à l'heure, et pour étudier les cavités cardiaques, eh bien, nous allons réaliser une ouverture de la paroi du cœur, ouverture de l'atrium droit en réalisant une section ainsi, et en ouvrant ici comme un livre la paroi antérolatérale de l'atrium droit, ce qui permet d'en ouvrir la cavité, et nous allons, en sectionnant ici en U inversé la paroi antérieure du ventricule droit, et en abaissant ainsi cette paroi, eh bien, pouvoir ouvrir la cavité ventriculaire droite. Je reviendrai ensuite sur ce tableau pour montrer comment on va étudier les cavités ventriculaires gauches. Alors, cette ouverture des cavités droites va être donc vue sur une vue antérieure droite, on va dire, du cœur, orientée crânialement et vers la gauche. Cette vue va nous montrer ici la veine cave supérieure qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, vient s'aboucher au sommet de l'atrium droit, dont nous voyons ici la vue, le bord latéral, dont nous voyons ici partir l'auricule droite, puis la partie antérieure du sillon coronaire, et puisque nous regardons le cœur en le tournant légèrement vers la gauche, eh bien, nous pouvons montrer ici l'abouchement de la veine cave inférieure, ceci permettant de comprendre comment cet abouchement se constitue à l'intérieur de la cavité cardiaque. À gauche de l'atrium droit va se placer le ventricule droit, dont nous plaçons ici le bord inférieur, le sillon coronaire, le sillon interventriculaire inférieur, qui sépare le ventricule droit du ventricule gauche, que nous plaçons ici légèrement en fuite, avec l'apex cardiaque, légèrement en fuite, puisque nous avons tourné un peu le cœur de façon à bien exposer les cavités droites. Je vous rappelle ici que le ventricule gauche apparaît coiffé par l'auricule gauche, qui est cette expansion
qui prolonge l'atrium gauche et qui va coiffer ici le bord gauche du ventricule gauche. Nous plaçons le tronc pulmonaire qui a été sectionné très rapidement après son émergence au niveau de l'infundibulum du tronc pulmonaire et nous retrouverons en arrière, ici, la partie initiale de l'aorte thoracique ascendante. Nous reconnaissons ici cette artère que nous sectionnons ici juste lorsqu'elle arrive au flanc gauche de la veine cave supérieure. Alors nous avons réalisé une ouverture ici de la paroi antérolatérale de l'atrium droit, ce que nous pouvons retrouver ici avec un crochet qui matérialise cette ouverture de la paroi. Et nous allons donc pouvoir définir dans un premier temps la morphologie interne de l'atrium droit. Alors l'atrium droit, globalement, s'inscrit dans une cavité ovoïde à grand axe vertical. Cet ovoïde va présenter un pôle crânial, un pôle caudal, où vont s'aboucher respectivement les veines caves supérieures et inférieures, et va ensuite présenter 4 faces, une face latérale, une face médiale, une face antérieure et une face postérieure. Au pôle crânial de l'atrium droit va se placer l'ostium ou ouverture de la veine cave supérieure. L'ostium de la veine cave supérieure apparaît donc au pôle supérieur ici de l'atrium droit et ce que nous pouvons matérialiser ici avec cette flèche qui va symboliser la circulation du sang de la veine cave supérieure vers l'atrium droit et l'ostium de la veine cave supérieure, a la particularité d'être dépourvu de valve, c'est-à-dire que cette veine va s'ouvrir à plein canal dans la cavité atriale droite sans que celle-ci ne présente un cloisonnement. Vers le bas, le pôle caudal, le pôle inférieur de l'atrium droit, va présenter l'abouchement de 2 structures veineuses. La veine cave inférieure et le sinus coronaire dont nous avons évoqué le nom tout à l'heure. Alors, au contraire de l'ostium de la veine cave supérieure qui est dépourvu de valve, eh bien l'ouverture dans la cavité atriale de la veine cave inférieure et du sinus coronaire est marquée par l'existence d'un repli fibreux réalisant une valve non continente évidemment, c'est-à-dire qu'elle ne cloisonne rien du tout, mais elle marque un repli. C'est la valve de la veine cave inférieure. Valve de la veine cave inférieure. Cette valve de la veine cave inférieure, qui donc va marquer ici l'abouchement dans la cavité atriale droite de la veine cave inférieure, va se prolonger médialement par un autre petit repli formant la valvule de l'ostium du sinus coronaire qui va s'aboucher ici en dedans de l'abouchement de la veine cave inférieure, dans l'atrium droit, et cet ostium du sinus coronaire va drainer dans la cavité atriale droite le sang veineux coronaire, c'est-à-dire la circulation veineuse du muscle cardiaque. Parce que même si le cœur met en mouvement la circulation sanguine, le cœur est un organe qui lui-même est vascularisé, c'est-à-dire qu'il reçoit du sang artériel par les artères coronaires et il émet un sang veineux, il existe une circulation propre du cœur. Et le gros de la circulation cardiaque
eh bien, s'abouche dans la cavité atriale droite par cet ostium du sinus coronaire que l'on va retrouver en dedans de l'ostium de la veine cave inférieure, marqué par la valve du sinus coronaire. Cet abouchement du sinus coronaire a un rôle topographique important. On le reverra quand on étudiera l'innervation du cœur et le système du système cardionnecteur. En effet, le sinus coronaire, l'ostium du sinus coronaire, délimite avec une des cuspides de la valve tricuspide, en l'occurrence la cuspide septale, une zone que l'on appelle le triangle de Corr, comme le bacille, c'est le même, le triangle de Corr, de l'anatomiste allemand Corr qui l'a décrit, triangle de Corr, dans lequel, ou en profondeur duquel, va venir se situer le nœud atrio-ventriculaire qui fait partie du tissu de conduction cardiaque important pour la contraction du cœur. Donc pôle crânial, pôle distal. Nous avons ensuite 4 faces. Tout d'abord, une face latérale, la face latérale de l'atrium droit qui a été ici réclinée et qui est marquée, cette face latérale, par l'existence de muscles que l'on appelle les muscles pectinés. Ces muscles pectinés réalisent des reliefs tubulaires qui soulèvent la face endocavitaire de la face latérale de l'atrium droit et vont donc participer au système de contraction de cette cavité. La face postérieure de l'atrium droit va être marquée par 2 types de reliefs. Nous avons tout d'abord au centre de cette face postérieure qui apparaît ici, je vous rappelle que le cœur, on l'a un peu retourné comme ceci, au centre apparaît ce que l'on appelle le tubercule interveineux. Tubercule interveineux qui se prolonge vers le haut et vers le bas par la crête terminale. Crête terminale, donc crête terminale en haut et en bas, et soulevée au centre par le tubercule interveineux, décrit par Lower. Et cette crête terminale est un relief développé aux dépens de la face postérieure de l'atrium droit et qui va relier les bords postérieurs droits des veines caves supérieures et inférieures. Nous avons ensuite une face médiale, et cette face médiale va correspondre à la cloison qui sépare l'atrium droit de l'atrium gauche, mais aussi l'atrium droit du ventricule gauche. Cette face médiale va donc être développée aux dépens du septum interatrial et du septum atrio-ventriculaire. Car en effet, si l'on réalise non plus maintenant une vision de principe physiologique, mais si on reprend simplement la disposition des cavités cardiaques, eh bien on se rend compte que la cavité atriale droite est un peu plus développée que la cavité atriale gauche, si bien que la cloison qui sépare les cavités droites des cavités gauches est constituée de 3 segments, un segment interatrial, un segment interventriculaire et un segment ou septum atrio-ventriculaire. Et donc la face médiale de l'atrium droit, ici, va correspondre à ces 2 segments, le septum interatrial et le septum atrio-ventriculaire. Cette face septale de l'atrium droit est essentiellement marquée par la fosse ovale
fosse ovale qui correspond à une dépression qui est marquée au niveau de cette face septale et qui est entourée par un bourrelet qui est le limbe de la fosse ovale. La fosse ovale correspond à la cicatrice de la communication interatriale physiologique qui existe lors de la vie fœtale et donc avant l'apparition de la respiration pulmonaire qui se met en place à partir de la naissance. Enfin, l'atrium droit va présenter une face antérieure qui est marquée par l'anneau, par deux éléments, l'anneau atrio-ventriculaire par lequel l'atrium droit va être en communication avec le ventricule droit, et au-dessus de lui apparaît ici l'ostium de l'auricule droite qui qui permet de passer de la cavité atriale droite à la lumière de l'auricule droite. Alors, cette expansion n'a pas de fonction particulière dans la contraction cardiaque ou dans la mise en place de la circulation. En revanche, elle était utilisée autrefois en chirurgie, car l'ouverture de l'auricule droite permettait d'introduire le doigt et de réaliser un élargissement de l'ostium atrio-ventriculaire droit ou tricuspide lors de sténose tricuspidienne. Si l'on réalise à présent la section, l'ouverture de la... Alors je vais supprimer corps parce que je vais avoir besoin de l'espace pour montrer ici la lumière du ventricule droit. Nous avons ici sectionné donc la paroi antérieure de l'atrium droit et on la rabat vers le bas, ce que l'on peut représenter comme ceci, avec l'aide d'un crochet. Et donc, cette ouverture de la paroi antérieure du ventricule droit va nous permettre de mettre en évidence la cavité ventriculaire droite qui est cloisonnée de l'atrium droit par l'intermédiaire ici d'un orifice, c'est l'orifice atrio-ventriculaire droit qui, on va le mettre en place dans un instant, est fermé partiellement par la valve atrio-ventriculaire droite et c'est ainsi qu'il est donc possible de passer de la lumière de l'atrium droit à la cavité ventriculaire droite, ce que nous matérialisons par cette flèche. Alors, lorsque l'on s'intéresse maintenant à la cavité du ventricule droit, eh bien, on peut dire que le ventricule droit s'inscrit dans la forme d'une pyramide triangulaire, présentant une base correspondant à l'anneau atrio-ventriculaire droit, présentant un sommet qui regarde vers l'apex cardiaque et qui va présenter trois faces qui correspondent aux faces de la pyramide cardiaque, une face antérieure, que l'on a ici rabattue vers le bas, une face postérieure qui répond à la face postérieure ou diaphragmatique de la pyramide cardiaque, et une face septale qui correspond au septum interventriculaire séparant le ventricule droit du ventricule gauche. La face antérieure est globalement donc recouverte de trabécules charnus, c'est-à-dire de faisceaux de fibres cardiaques qui marquent leur relief au niveau de la face endocavitaire antérieure du ventricule droit, et cette paroi antérieure va par ailleurs être marquée par l'existence d'un muscle papillaire antérieur
porte le nom de la paroi sur laquelle il s'insère, muscle papillaire antérieur, qui forme donc, ici, comme on peut le représenter, un cône à base adhérente à la paroi ventriculaire et dont le sommet va regarder vers la cavité cardiaque et sur lequel vont venir se fixer les cordages qui vont s'arrimer à la cuspide correspondante de la valve tricuspide. La paroi postérieure du ventricule droit est globalement lisse, représentée donc par des trabécules charnus soulevés par l'existence de 1 à 3 muscles papillaires postérieurs qui vont donc permettre l'arrimage des cordages fibreux permettant donc de fixer la cuspide correspondante de la valve tricuspide. Un peu plus, on va dire, marqué par des reliefs un peu plus importants, la face septale du ventricule droit répond au septum interventriculaire. Elle est marquée vers le haut par une crête musculaire, c'est la crête supraventriculaire, qui se prolonge vers le bas par la trabécule septomarginale, qui correspond à un cordon musculaire qui relie la face septale du ventricule droit à sa face antérieure et qui va donc passer en pont au sein de la cavité ventriculaire droite à laquelle elle est reliée par des ponts musculaires qui vont s'insérer respectivement sur la face septale, sur la face postérieure et qui va se terminer ici en avant sur la face antérieure de la cavité du ventricule droit. La trabécule septomarginale va notamment livrer passage à la branche de division droite du faisceau atrioventriculaire. C'est des structures qui correspondent au tissu nodal de contraction autonome du cœur. En dessous de la crête supraventriculaire, la face septale du ventricule droit est marquée par la présence de muscles papillaires permettant donc l'arrimage de cordages fibreux pour les cuspides correspondantes de la valve tricuspide. Donc, la cavité ventriculaire droite s'inscrit dans une forme triangulaire présentant une face antérieure qui répond à la face sternocostale du cœur et marquée par un muscle papillaire antérieur, présentant une face postérieure répondant à la face postérieure du cœur et marquée par l'existence de muscles papillaires postérieurs, et une face septale répondant au septum interventriculaire, marquée par la crête supraventriculaire se prolongeant par la trabécule septomarginale et en dessous d'elle par l'existence de muscles papillaires septaux. La base de la pyramide répond à l'anneau atrioventriculaire droit, anneau tricuspidien, qui est un anneau mesurant environ 35 à 40 mm, 35 à 40 mm de diamètre, et qui va apparaître cloisonné par la valve tricuspide, qui est constituée, donc valve atrioventriculaire droite ou valve tricuspide, qui, comme son nom l'indique, apparaît constituée de 3 cuspides qui vont porter le nom des parois du ventricule droit. Ainsi, nous décrirons une cuspide septale,
cuspide septal qui s'insère sur l'anneau fibreux tricuspidien et que nous représentons ici ouverte vers la cavité ventriculaire droite, une cuspide donc septale, une cuspide postérieure qui s'insère au niveau de l'anneau tricuspidien en regard de la face postérieure du ventricule droit, et vers nous, une cuspide antérieure que nous plaçons comme ceci. Ces trois cuspides de la valve tricuspide, antérieure, postérieure et septale, sont reliés aux muscles papillaires correspondants par l'intermédiaire de cordages fibreux, réalisant le système anti-reflux, permettant donc d'empêcher lors de la contraction lors de la circulation sanguine, le reflux de sang ventriculaire droit vers l'atrium droit. Au-dessus de la crête supraventriculaire, le ventricule droit se prolonge par l'infundibulum du tronc pulmonaire, qui va constituer la chambre d'éjection du ventricule droit, amenant ainsi au tronc pulmonaire qui apparaît cloisonné par la